Donc oui, je disais, donc le premier point, la lutte contre la fraude à la TVA, c'est l'objectif clair de l'État. Le deuxième, l'amélioration de la compétitivité, avec pour objectif la diminution des délais de paiement et des coûts de traitement de factures. En digitalisant, l'idée, c'est que cela puisse être moins coûteux, passer moins de temps en fait à traiter les factures et pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. Le troisième point, c'est le pré-remplissage de la TVA. Je pense que c'est assez clair, hein. L'idée, c'est que lorsque vous irez en fait faire votre déclaration mensuelle, trimestrielle de TVA, vous, votre comptable, ait déjà les champs pré-remplis et que ce soit plus du contrôle et de la validation que le remplissage que vous pouvez faire actuellement. Le dernier point, c'est une meilleure connaissance des entreprises en temps réel. Ça rejoint le point que je vous disais précédemment, c'est de pouvoir venir aussi accompagner les entreprises qui ont, les secteurs plutôt, qui ont davantage besoin d'aide lorsqu'il y a une crise ou un contexte particulier qui fait que l'État souhaite intervenir. Et donc, ça, ce sont les objectifs. Et ces objectifs ont pour conséquence, alors pour pouvoir réaliser ces objectifs, cela donne lieu à deux obligations. Premièrement, l'obligation de la facturation électronique, qui concerne les opérations entre assujettis à la TVA. Et deuxièmement, la transmission des données de transaction, qu'on appelle aussi l'e-reporting, qui concerne plutôt les ventes B2C, le B2B international, les importations. Mais on aura l'occasion de voir ça plus précisément. Alors, qu'est-ce qu'une facture électronique? De quoi parlons-nous? Déjà, il faut le dire, la facture PDF que certains d'entre vous certainement reçoivent ou envoient ne correspond pas à une facture électronique. La facture électronique, au sens de la réforme sur la facturation électronique en France, mais également de la directive VIDA, qui est une directive européenne, euh, c'est l'objectif, c'est que premièrement, une facture qui est émise sous forme électronique, avec un traitement automatisé. Vous verrez, je vous montrerai un exemple par la suite. Vous avez des données en fait structurées derrière le lisible, donc derrière la facture qui est reçue de cette manière électronique, qui est visible par le destinataire. Vous avez derrière des données structurées dans un format bien précis et normé. Deuxième point, c'est sa conformité fiscale qui est imposée par la DGFiP, donc la Direction générale des finances publiques, pour assurer l'authenticité de l'euro avec l'original, l'intégrité du contenu et la lisibilité par un humain. Et le troisième point, c'est justement le mode d'échange qui est réglementaire à travers des plateformes privées, on appelle des PDP, plateformes de dématérialisation privées ou partenaires, qui vont être immatriculées auprès de l'administration fiscale. Petit changement, enfin plutôt gros changement quand même, qui a eu lieu au dernier trimestre 2024, c'est l'abandon du PPF, donc le portail public de facturation, qui devait se caler sur Chorus Pro, que certainement vous connaissez. Et l'État, pour différentes raisons, a décidé de mettre terme en fait à cette plateforme qui devait être gratuite parce que en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une offre suffisamment large sur le périmètre du PPF à des tarifs très bas, voire gratuits. Et aussi, il y avait un certain nombre de complexités et de spécificités liées au fait qu'ils voulaient lier le B2B et le B2G, donc entreprise-gouvernement. Et ça créait un certain nombre voilà, de contraintes euh, techniques, mais aussi éventuellement des contraintes supplémentaires pour les entreprises. Et donc, pour ces raisons, aussi bien économiques que techniques, ils ont choisi de ne pas poursuivre ce projet. Bon, Euh, si tu veux lui en parler, ouais, tu lui parles surtout de ça, Mm. Merci. Si vous pouvez simplement. Ouais, c'est ça, c'est juste, bah, faut respecter la convention parce que, bah, forcément, elle Alors, il y a un stipule autre. comment on doit fonctionner. Faut que ce soit pas le micmac dans la tête de tout le monde, quoi.
On n'entend plus rien. John, le Ah, mytho. mon micro était coupé. Ouais. Allez, bon, merci. Euh, donc, cette obligation de facturation électronique fait naître de nouvelles obligations en termes de mention. Le SIRET, normalement, vous l'avez déjà, mais il y a plutôt l'adresse de livraison des biens, si elle est différente de l'adresse de facturation, c'est une nouvelle mention. Le type d'opération, s'il s'agit d'une livraison de biens, une prestation de service ou les deux, il faut le mentionner sur votre facture. L'option des paiements de la TVA sur les débits et le motif d'exonération de la TVA, de TVA. Donc, toutes ces mentions, je vous ai mis le lien et j'enverrai la présentation. Vous pouvez le retrouver sur le lien sur ce site du ministère de l'économie où vous avez la liste des mentions obligatoires, celles qui sont actuellement déjà obligatoires et les nouvelles à venir dans le cadre de la facturation électronique. J'ai encore une main levée de Sabine Nevial. Est-ce que c'était... Ok, bon, c'était par rapport à mon micro. Très bien, merci. Alors, la structure des données, donc je vous parlais tout à l'heure que la facturation électronique, donc ce n'est pas un document PDF, parce que vous avez le visible qui ressemble à un document PDF, mais derrière, vous avez de la donnée avec un format structuré qui est défini par une norme sémantique, donc c'est l'EN 16931. Et il y a trois formats de réception qui sont obligatoires, l'XML UBL, l'XML UNC, le C2I, et la facture X. L'XML, donc les deux XML sont des formats d'échanges internationaux qui sont déjà pratiqués aujourd'hui. Si vous faites par exemple de l'EDI, ce sont des formats qui sont utilisés dans ce cadre-là. Et puis la facture X, c'est un format développé enfin, en français, en fait c'est un format hybride qui aujourd'hui sur les plateformes qui travaillent sur le sujet, c'est le format le plus le format standard, on va dire, qui était notamment développé en partenariat avec aussi l'équivalent français de la FNFE, donc c'est le Forum national de la facturation électronique, l'équivalent allemand, pardon. Il y a eu des échanges justement pour arriver à quelque chose qui permettrait des échanges natifs entre des factures électroniques françaises et des factures électroniques allemandes. Et c'est conforme à la réglementation française et conforme à la réglementation européenne aussi. Et il y aura éventuellement d'autres formats privés donc qui seront développés par des PDP. Donc, la condition est que les factures soient, bien sûr, que les différents PDP, puisqu'il y ait de l'interopérabilité entre les différentes plateformes pour qu'ils puissent échanger ces données. Quoi qu'il en soit, ces plateformes devront ensuite se conformer à la réglementation pour pouvoir échanger les données avec le PPF dont le rôle a évolué et je vais vous en parler après, justement. Concernant le mode d'échange réglementaire, jusqu'à présent, il y avait ce mode avec le PPF, comme que vous voyez au centre, qui servait justement de concentrateur, d'agrégateur de données et qui proposait également un service qui avait. Le but était qu'il propose un service gratuit aux entreprises. D'accord? Vous avez d'un côté le fournisseur, de l'autre côté l'acheteur. Chacun est soit équipé d'un PTP ou a le même PTP, cela peut arriver, sachant que vous n'avez pas de limite en termes de plateforme. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir une plateforme pour la réception et une plateforme pour l'émission. Vous pouvez avoir plusieurs plateformes pour l'émission et plusieurs plateformes pour la réception. Vous êtes libre en ce sens. La condition, évidemment, c'est de communiquer les adresses qui permettent à votre client ou fournisseur pour permettre évidemment l'échange de factures. Concernant le rôle du PDP, comme je vous disais, du PPF, pardon, il a évolué. Et avant, il y avait donc l'annuaire des assujettis et leur adresse électronique de réception. C'était le premier objectif, la première mission du PPF. La deuxième, c'est qu'il servait de concentrateur de données de facturation et d'e-reporting. Parce que, comme je l'ai montré sur le schéma précédent, les entreprises ont leur plateforme, donc ces PDP, qui vont ensuite envoyer de la donnée dématérialisée sous un format spécifique au PPF.
ce qui permettra par la suite de pré-remplir les déclarations de TVA, voilà, de faire tous ces contrôles que doit faire la DGFiP. Et la dernière mission de la PPF, était de fournir ce service gratuit qui du coup n'existe plus. Donc l'État a décidé de se concentrer donc sur les deux premiers rôles, donc l'annuaire des entreprises avec les adresses de réception et le rôle de concentrateur de données. Et donc, une des missions maintenant du PPF est de pouvoir travailler avec les plateformes de dématérialisation pour qu'elles soient interopérables, que le flux de factures d'une plateforme à l'autre soit facilité et que également elles puissent recevoir les données de manière simplifiée et pouvoir les traiter pour ses besoins. Donc ça, c'est le nouveau schéma, on va dire, d'échange de factures entre d'un côté un fournisseur et de l'autre côté son acheteur, et le PPF qui n'est plus entre les deux et qui vient en fait récupérer, enfin, qui reçoit la donnée des deux, aussi bien du PDP de l'émetteur que du PDP du destinataire. Est-ce que jusque-là, il y a des questions, des remarques? Sinon, je peux continuer à avancer. Bon, très bien. En résumé, donc la réforme de la facturation électronique, premièrement, c'est une obligation d'émission et de réception entre assujettis à la TVA avec des mentions supplémentaires, avec des factures dans un format spécifique. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait 3 formats qui sont définis par la loi, donc le facture X, XML et C2I. Deuxièmement, il y a une obligation des transmissions des données de vente B2C, les mentions des factures, les achats et les données d'encaissement aussi. D'accord? Donc il y a les données de facturation, mais également les données d'encaissement ou de décaissement, pardon, que vous devrez transmettre à la DGFiP. Le troisième point, c'est la transmission des statuts de cycle de vie. Le cycle de vie d'une facture, c'est-à-dire le moment où vous l'envoyez, la réception, la validation, le paiement. Donc il y a tout un ensemble de statuts qui devront être transmis à l'administration. Et le dernier point, c'est effectivement que ça concerne toutes les factures B2B entre assujettis, à l'exception évidemment des transactions internationales qui rentrent dans le cadre de l'e-reporting et donc de la transmission des données à l'administration. Donc là, ce sont les cycles de vie. Donc c'est un exemple de cycle de vie. Il y a des statuts qui sont obligatoires et des statuts qui sont facultatifs recommandés. Les statuts obligatoires, c'est notamment les statuts en vert, déposés, rejetés, encaissés. Et l'idée, c'est pour la DGFiP aussi, et pour la DGCCRF, de pouvoir faire des contrôles lorsqu'ils observent notamment des abus en matière de délai de paiement et d'intervenir plus rapidement pour sanctionner concrètement lorsqu'il y a des abus à ce niveau-là. Alors, concernant la transmission des données de transaction, donc pour qui concerne tous les assujettis à la TVA, les opérations qui sont concernées, donc les ventes B2C par jour, par type, les ventes B2B internationales, les acquisitions B2B internationales et les encaissements et ventes, les encaissements des ventes et factures de services, y compris pour les factures e-invoicing, donc c'est la facturation électronique.
Et ensuite, la fréquence, ça dépendra évidemment de la fréquence à laquelle dépend du rythme euh, du régime de TVA auquel vous êtes soumis. Alors, le calendrier, vous le savez certainement, il a pas mal évolué, mais aujourd'hui, il est arrêté. Il y a beaucoup de travaux déjà qui ont été menés. Donc, en fonction de la taille de votre entreprise, vous êtes concerné à différents moments pour différentes choses. Il y a une obligation de réception pour toutes les entreprises, quelle que soit votre taille, à partir du 1er septembre 2026. Donc, à partir du 1er septembre 2026, vous devrez être équipé d'une plateforme de réception, d'accord, pour vos factures d'électricité, factures de Orange, factures Internet, donc toutes ces grosses structures qui vont avoir, elles, une obligation d'émission à partir du 1er septembre 2026, logiquement. Il est logique que vous ayez une obligation de réception des factures qu'elles vous enverront. Ensuite, les ETI aussi ont cette obligation à partir de la même date. Par contre, comme vous le voyez, les, les, euh, les PME et TPE, c'est à partir du 1er septembre 2027, l'obligation d'émission et d'e-reporting. D'accord? L'obligation de réception commencera au 1er septembre 2026. Et actuellement, il y a 80 PDP, plateformes, qui ont été immatriculés, du moins qui ont soumis des dossiers qui ont été validés par l'organe chargé de l'immatriculation des plateformes, sachant pour l'instant, c'est une immatriculation provisoire. D'accord? Ces différents prestataires, ces différentes plateformes, ils seront définitivement immatriculés fin 2025, début 2026. Mais il y en a déjà 80 qui le sont. Bon, je pense qu'elles ont de bonnes chances de l'être définitivement, mais aujourd'hui, toutes celles qui le sont, elles le sont de manière provisoire. Et pour certaines d'entre elles, il y a une phase pilote qui a été lancée, normalement qui doit être lancée aujourd'hui en fait, avec ces plateformes et quelques entreprises qui se sont portées volontaires pour participer à ce pilote qui va durer sur toute l'année 2025, pardon. Et il y aura un deuxième pilote au début de l'année 2026, sur le premier semestre 2026, avant le départ définitif de la réforme. Donc ça, c'est le calendrier. Après, il y a l'immatriculation de PDF. Puis la publication de l'annuaire, ça devrait arriver de courant ce trimestre, courant premier trimestre 2025. On a eu une réunion avec la DGFIP en novembre 2024 sur le sujet. Et ils étaient confiants sur leur capacité à pouvoir le fournir. Donc voilà, c'est bien parti pour. Là où on avait avant énormément de questions. Alors, il y en a toujours, hein, on n'a pas encore des sujets qui restent à clarifier, mais on est certain aujourd'hui que le calendrier ne va pas être une fois de plus modifié, sauf si bon, dans le dernier, le budget qui va être voté dans la loi de finances rectificative de 2026, il n'y a pas il décide de l'abroger, mais ça m'étonnerait, enfin du moins de le repousser, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, c'est déjà bien engagé et les dates ne vont pas être modifiées a priori parce qu'on va être prêt. Et donc la question, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est comment peut-on faire pour aider les entreprises à être prêtes lorsque la réglementation prendra effet, lorsque l'obligation sera effective à partir du 1er septembre 2026. Et c'est tout l'objet justement de ces réunions, c'est de pouvoir venir informer, sensibiliser, accompagner les entreprises sur ce sujet et remonter aussi peut-être les questions que vous avez lors des réunions que nous avons à travers le Forum national de la facturation électronique. Alors, comment s'y préparer? Alors, il y a différentes. J'ai une question de Nathalie Carolus.
Je vous en prie. Oui, bonjour. J'avais fait ma question sur le petit chat pour pas vous couper la parole. Je reviens sur ce que vous venez de dire. Donc, en fait, on ne se précipite pas pour adhérer aux plateformes privées proposées par nos partenaires le temps que les immatriculations ne sont pas définitives. Alors, donc justement, donc, c'est une des choses que l'on recommande aujourd'hui aux entreprises, c'est déjà de voir avec, si vous avez un outil de gestion commerciale ou de gestion comptable, déjà se rapprocher de lui pour savoir, voir s'il fait partie de ceux qui sont immatriculés ou se rapprocher de ce prestataire pour savoir s'il a l'intention d'être une plateforme de dématérialisation ou s'il vous recommande une plateforme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va forcément il va nécessiter des liens entre votre outil actuel et ce nouvel outil, ou peut-être changer d'outil, je ne sais pas si c'est votre intention, mais la plupart des entreprises avec lesquelles c'est vrai qu'on échange aujourd'hui, elles ont plutôt vocation à garder leur outil et à trouver soit cet outil-là va devenir PDP ou est déjà PDP immatriculé. Donc je pense que ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense qu'il faut quand même. euh, donc, si vous comptez garder cet outil, je pense qu'il faut explorer ce cas-là. Est-ce que l'outil va me permettre d'être conforme à la réglementation ou est-ce qu'il y a des outils partenaires de mon prestataire qui le sont ou qui sont déjà immatriculés? Dans le cas où vous avez l'intention de changer complètement d'outil, je pense qu'il faut pas s'engager définitivement, effectivement, pour l'instant, mais commencer à explorer ces outils et voir s'ils correspondent à votre besoin en matière de votre besoin de gestion commerciale. Pour l'instant, effectivement, un engagement définitif auprès d'une plateforme, je déconseillerais, on va dire, parce que à ce stade, toutes les immatriculations sont des immatriculations provisoires qui seront définitivement validés d'ici la fin de l'année. Mais bon, c'est vrai que ces différents acteurs, il y a des majors comme Sage, Cegid, je n'ai pas de doute sur leur capacité à pouvoir être conforme à la réglementation et être immatriculé. Je pense que c'est un enjeu business important pour eux. Des plateformes plus petites, nouvelles, parce qu'évidemment, la facturation électronique crée un marché. Oui. Euh, voilà, je serai plus regardant et peut-être plus patient avant de prendre cette décision qui a évidemment un coût plus ou moins important en fonction de vos besoins. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas vu dans le chat, peut-être? Non, je vois pas. Oui, j'avais une question, excusez-moi. C'est par rapport à votre slide précédente. Les montants qui sont à côté, 3,8 M ou 8 M, c'est quoi? C'est le résultat? Non, c'est le chiffre d'affaires. C'est OK, chiffre d'affaires moins 50. C'est le chiffre d'affaires. Je sais pas, le dernier, il y a marqué PME, euh, TPE, effectif de 50. non, C'est à moins de 50 millions, mais à côté, c'est quoi non, les pardon, 3,8? attendez, effectivement. Non, désolé, c'est un reliquat. C'est un reliquat. C'est plus que le chiffre d'affaires et les effectifs, ils sont dans les petits encadrés. Ne faites pas attention à Fais ça. attention à ce qu'il y a à côté, OK, Oui, excusez-moi. pas de souci. Merci. J'avais une question, bonjour. Oui, Concernant bonjour. ce chiffre d'affaires, on parle de groupe ou bien d'entreprise individuelle? Nous, on fait partie d'un groupe, mais on est une petite PME au départ. C'est au niveau de l'entreprise. Vous avez une obligation de facturation au niveau, enfin, par sirène. Donc, non, c'est au niveau de l'entreprise et pas du groupe. Après, il peut avoir une D'accord. démarche groupe. Il peut avoir une démarche groupe et le groupe peut effectivement choisir
plateforme pour l'ensemble des entreprises du groupe. Ça, et à ce moment-là, vous passerez, alors ça dépend après de la taille du groupe, mais vous passerez certainement à la facturation électronique à ce moment-là. D'accord, merci. Très bien. Alors, comment s'y préparer? Donc, le premier point, c'est déjà peut-être de revoir votre processus order to cash et vous demander donc, quelles sont les informations qui doivent être collectées par rapport à ces nouvelles mentions obligatoires. Est-ce que vous avez toutes ces informations? Est-ce qu'il y a des informations qui sont manquantes? Qui les collecte? Comment les collecter? De faire un point à ce niveau. Deuxièmement, c'est de désigner une personne en interne qui vont être responsables à la fois de ce processus pour s'assurer qu'il est de qualité et peut-être aussi piloter carrément. C'est peut-être la personne qui pilote chez vous le passage à la facturation électronique. C'est toujours, je pense, un point essentiel d'avoir un référent sur ce sujet qui va, en fonction de votre organisation actuelle, peut-être avoir un impact conséquent. Et donc, quelqu'un qui va être référent, qui va aller chercher l'information, qui va s'assurer que l'information est de qualité et qui, éventuellement, avec qui nous aussi, au niveau de Conaf, on pourra échanger s'il y a des questions pour l'orienter, peut-être sur un choix de plateforme, échanger avec lui sur le sujet. Et ensuite, comme je disais précédemment, c'est voir votre outil, se rapprocher de votre prestataire qui fournit votre outil de gestion commerciale, de telle sorte à voir s'il a l'intention de se rapprocher, comment dire, de devenir une plateforme de dématérialisation partenaire ou de se rapprocher d'un prestataire qui a l'intention de l'être. Où il en est. Le comptable aussi peut être de très bons conseils à ce sujet. Je sais que c'est un sujet sur lequel ils travaillent beaucoup et ils ont certainement peut-être des plateformes qui les ont approchés et qui pourraient peut-être vous recommander du moins être de bons conseils à ce niveau. Et donc par rapport à votre outil de gestion commerciale, de vous assurer que l'ensemble des paramètres, des données que vous avez sont conformes à vos obligations en matière de réglementation de facturation électronique à venir. Et une fois que vous avez fait tout ce travail de défrichage, de vérification de la qualité de vos données, peut-être de revue de certains de vos process internes pour s'assurer que le traitement des factures est connu, maîtrisé, chacun des acteurs sait ce qu'il a à faire, aussi bien de la facturation que de l'encaissement. Parce qu'avec la facturation électronique, vous allez pouvoir, toutes ces plateformes vont certainement vous proposer des services pour automatiser le traitement de la facture, automatiser peut-être les relances, automatiser le rapprochement bancaire. Donc il y a un certain nombre de services qui vont être proposés par ces plateformes en plus. Donc ça sera aussi l'occasion de se demander est-ce qu'on a un intérêt pour justement réduire les temps de traitement et donc réduire les coûts, d'opter pour des plateformes qui vont proposer ces services et qui vous permettront d'optimiser la gestion de votre trésorerie, la gestion de votre risque client. Et en dernier lieu, de regarder du côté des plateformes de dématérialisation et donc de voir déjà la liste des plateformes qui sont partenaires. Si déjà votre éditeur n'a pas vocation à l'être ou ne l'est pas déjà. Et à partir de là, de commencer à explorer en fonction des besoins que vous aurez identifiés, après avoir fait justement cette analyse, de commencer à explorer quelles sont les plateformes qui pourraient répondre à vos besoins en la matière. Donc voilà un peu les recommandations que l'on a à ce stade concernant la préparation de la facturation électronique. Comme je disais, l'idée c'est pour nous et pour la DGFiP à travers le Forum national de la facturation électronique, c'est de venir informer, sensibiliser, répondre à des questions, remonter des questions
Et donc, voilà ce que effectivement on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, le micro est à vous. N'hésitez pas à enlever votre micro, à réactiver votre micro et à poser votre question. Voilà. Oui, excusez-moi, j'ai une question. Donc, ça veut dire qu'à chaque création d'un client, il faudra obtenir leur adresse web pour déposer les factures. C'est Oui, pareil alors, pour les fournisseurs. il y aura l'annuaire qui va référencer toutes les entreprises et leurs adresses. En fait, les Direct. adresses, les adresses, ce seront en fait les plateformes qui vont les déclarer auprès de la DGFiP. Et donc, il y aura cet annuaire. Et il faudra que votre client vous communique cette adresse. Et ça permettra de l'encoder justement avec cette adresse et de lui transmettre la facture par ce biais. Comment ça se passe pour les factures vers l'étranger, par contre? Là, on n'est que sur les factures en France, on est bien d'accord. Oui. Pour les factures vers l'étranger, alors, alors, il y a deux choses. Il y a l'obligation de facturation électronique et l'e-reporting, les données de transmission. Pour les données données de transaction, pardon. Les données de transaction, vous allez devoir les transmettre dans le cadre de la facturation électronique. Pour la facture en elle-même, euh, ça ne change pas de ce que vous faites aujourd'hui, puisque ça ne rentre pas dans le cadre de la facturation électronique. La facturation électronique concerne uniquement les transactions B2B nationales. Et donc, dans ce cas-là, vous enverrez votre facture au format PDF, par exemple, ou vous enverrez via votre plateforme, vous aurez probablement des systèmes qui vous permettront d'envoyer, par exemple, un mail avec en pièce jointe la facture ou un lien sur lequel cliquer pour aller visualiser la facture. Vous aurez certainement ce genre de, de, de- de fonctionnement qui est assez fréquent euh, en la matière. Bien, merci. J'ai une question de Kylian Barbeau. Je vous en prie, n'hésitez pas à activer votre micro. Bonjour. J'avais une question concernant la traçabilité du cycle de vie par rapport aux encaissements. OK? Quand il y aura des règlements partiels d'une prestation de service, l'information en fait, de chaque acompte que le client peut payer sera envoyée au fur et à mesure et la TVA sera comment dire, payable à chaque acompte du client? Exactement. D'accord. Exactement. En fait, vous aurez des flux d'informations qui vont remonter vers la DGFiP de manière quotidienne, quasiment en temps réel. Donc, ils auront l'info dès que vous mettrez, enfin, vous rapprocherez l'encaissement de la facture, l'information remontera. D'accord, très bien. Merci. Je vous en prie. Comment ça va se passer pour la facturation pour les particuliers, les clients particuliers? Alors, on n'est pas concerné du tout? Alors, pour les clients particuliers, si vous êtes concerné, alors pas forcément pour la facturation électronique, mais vous êtes concerné pour l'e-reporting. Vous émettrez vos factures comme vous le faites actuellement. Par contre, vous devrez, enfin, la plateforme que vous utiliserez remontera l'information d'encaissement de transaction au PPF qui servira justement de concentrateur de données. Donc, vous êtes aussi concerné par cette obligation sur la partie transmission, pas forcément sur la partie facturation. Donc, ça oblige à avoir les coordonnées complètes du client particulier, même s'il est que de passage? Non, pas forcément. Votre client Pas forcément. particulier, je dirais, l'État, il s'en fiche un peu. Vous vendez au particulier. Ce qu'il veut savoir, c'est ce que vous avez vendu, ce que vous avez encaissé, et ça s'arrête là. Mais à qui vous avez vendu, quand c'est du particulier, vous n'avez pas besoin d'enregistrer ces informations. D'accord, merci. Je vous en prie.
J'ai deux questions concernant les acomptes sur facture. Quand la facture n'est pas encore émise, comment la TVA va être calculée sur les acomptes puisque la facture n'a pas encore été faite, puisqu'on demande des prépaiements à nos clients? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que depuis un an, il y a tout le monde qui m'appelle pour me proposer justement des services pour les plateformes. Que ce soit les banques, des informaticiens, des opérateurs d'imprimantes, ça va de tous les prix à tous les prix, quoi. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, ça va quand même être margé, on aura une visibilité du coût réel que ça devrait coûter pour pas se faire avoir, si je puis dire, ou des orientations du DLR pour choisir le bon prestataire pour pas être ensuite embêté. D'accord. Alors, évidemment, s'il n'y a pas ça dépend d'une part si vous avez, comment dire, la TVA sur les encaissements ou non. Mais évidemment, à ce moment-là, si vous avez un acompte qui est perçu et que vous le remontez, excusez-moi, si vous n'avez pas fait, si vous n'avez pas fait de facturation, ça va être difficile évidemment de calculer le taux de TVA qui est appliqué sur cet acompte. Donc, il n'y aura pas de TVA à payer sur celle-là. Mais à partir du moment où vous avez une facture et un acompte qui est rattaché à cette facture, ils calculeront de la TVA. Mais sauf que nous, c'est jamais le cas. Je veux dire, nous, on demande des prépaiements sur un devis. Et c'est quand l'opération est terminée que le client paye le solde, puisque l'opération peut entraîner soit des suppléments de location, soit une diminution. Et donc, comme c'est souvent des clients occasionnels qui ne sont pas toujours clients habituels, on demande un prépaiement pour sécuriser. Parce que sinon, le client, il a le matériel et ensuite, il ne nous paye jamais, quoi. Ok. Écoutez, je vais prendre note de la question. Je vais revenir vers vous avec des informations plus précises à ce sujet. Et puis sur la partie tarif, alors à voir effectivement si on travaille sur quelque chose avec le DLR pour pouvoir vous donner un ordre de prix acceptable. Mais bon, sur la partie tarif, vous allez avoir de tout. Vous savez, c'est un nouveau marché. Vous avez des acteurs, on le voit, il y a des acteurs qui se lancent avec pour seul objectif de se faire racheter derrière par une autre solution. Donc il y a toute cette stratégie-là. Mais ça dépend. Aujourd'hui, vous allez avoir de tout. C'est difficile de savoir vraiment quels vont être comment dire, les prix à ce stade. Parce que pour deux raisons. Premièrement, comme je disais, les plateformes ne sont pas définitivement immatriculées. Aujourd'hui, on a quand même déjà des propositions tarifées, hein. Aujourd'hui, ça va de 30 centimes à quasiment 1 euro la facture. Donc, ça fait un surcoût pour les entreprises. Quoi qu'il arrive, mon fournisseur me demandera une copie de sa facture, soit par mail, soit par papier. Donc, au lieu de faciliter le travail des entrepreneurs, on augmente encore la charge de travail, le risque et les coûts. Donc, à un moment donné, si on veut continuer à travailler en France, il faut se poser la question aussi de savoir qu'est-ce qu'on gagne à la fin. C'est une réalité. Je ne peux pas dire le contraire, c'est un coût, effectivement, pour les entreprises. Il y avait cette volonté. C'est pour ça, justement, que l'État voulait proposer cette plateforme gratuite avec un certain nombre de contraintes. Je vois, il n'y a pas de réponse, comment dire. C'est sûr que ça va vous coûter, de l'argent. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Maintenant, on peut travailler sur quelque chose qui vous permettra une sorte de guide pour vous aider à choisir votre plateforme. Mais ça dépend beaucoup de vos besoins, au final, de votre fonctionnement et en interne. Donc, je n'aurais pas plus de choses à dire, malheureusement, à ce stade sur le sujet. Mais oui, vous allez avoir vous allez avoir des entreprises qui vont vous démarcher sur la chose. Et ce qui peut vous permettre aujourd'hui, pour l'instant, de filtrer, comme je vous disais, c'est cette liste des 80 plateformes qui ont été déjà immatriculées.
Elles, vous avez déjà l'assurance qu'elles ont soumis un dossier, que le dossier a été analysé par leur, je crois que c'est de l'AIFE qui fait ce travail, et qu'ils ont eu une prévalidation. Donc, il y a de grandes chances qu'ils le soient. Donc, ça vous permet déjà de filtrer à ce niveau-là. Après, faudra attendre certainement comment ces plateformes se positionnent. Certains ont déjà des offres tarifaires, c'est vrai, euh, en espérant que ces offres n'évoluent pas d'ici là. Merci. Mais les prestataires que l'on connaît, avec qui on travaille aussi, ils sont conscients de cela. Bien sûr, c'est un marché qui se crée, mais il y a une offre tellement large, il y a une forte concurrence, qu'ils n'ont pas, ils ont tous la volonté de pouvoir proposer des tarifs qui sont globalement abordables, pour une TPE-PME. Donc, ils sont conscients de cela, et il faudra justement arriver à faire le tri entre ces offres, mais les tarifs seront globalement les mêmes. Après, c'est est-ce qu'ils s'adaptent à vos outils? Est-ce qu'ils proposent des services qui vous facilitent votre travail? Est-ce que ils sont, vous allez certainement avoir des plateformes qui vont être, comment dire, euh, se spécialiser dans certains secteurs. Par exemple, je sais que au niveau dans votre métier, il y a peut-être un ou deux euh, outils de gestion commerciale qui sont prédominants. Et donc, ils vont peut-être développer des partenariats avec ces outils euh, de, de gestion commerciale pour justement euh, gagner ce marché. Donc, il faudra aussi voir, c'est pour ça que je parlais justement de se rapprocher si vous avez un outil euh, avec des besoins, si vous avez un outil particulier et vous avez des besoins spécifiques, de se rapprocher de votre prestataire ce prestataire informatique, celui qui développe du moins votre outil de gestion commerciale, de voir avec lui si il peut, s'il a déjà des partenaires avec qui il travaille sur le sujet, ou si lui-même envisage d'être PDP. De ce côté-là, je ne suis pas inquiet parce que j'ai Sage, et, j'ai toute l'intégration Sage au niveau banque et compta. Il faut juste maintenant, soit je prends le sous-traitant de Sage pour faire le dépôt des factures, ou un autre prestataire. Mais ce qui m'inquiète, c'est que aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur le coût final, puisque déjà, vous avez dit qu'il faut un référent, donc ça veut dire du temps de travail en plus pour le personnel. Et en moyenne, pour mon activité, environ 800 000 factures par mois, ça veut dire que ça va me faire un surcoût à minima de 5 à 6 000 euros par an, quoi. Alors, le référent, c'est pour la mise en place. On n'est pas obligé de le garder pour. Ouais, mais si vous n'avez pas le référent ensuite sur la déclaration de TVA, voir ce qui est réellement fait dans la compta et ce qui est envoyé par la électronique, s'il y en a un écart, le contrôle, c'est moi qui vais l'avoir. C'est pas le référent qui envoie, enfin, c'est pas le système qui transfère les données qui va justifier les écarts de TVA ou le remboursement parce que j'ai un trop payé, ou ainsi de suite. Donc ça veut bien dire que l'administration va avoir une charge de travail supplémentaire, ou donc ça veut dire un mi-temps ou une personne en plus embauchée, plus ces 5 à 6 000 euros de surcoût de paiement pour l'envoi des factures. Alors, non, pas forcément, parce que vous avez. Alors, a priori, je ne sais pas après quelle est votre configuration actuelle, mais si vous avez un comptable ou une secrétaire comptable qui s'occupe de cela, en fait, elle va continuer à avoir le même outil de travail. Enfin, Oui. donc son travail en soi ne sera pas drastiquement modifié. Au contraire, normalement, l'outil que vous prenez devra simplifier votre vie. Mais vous m'avez dit que vous avez déjà Sage qui fait déjà un certain nombre de choses. Et vous allez vous allez rester dans le même fonctionnement. C'est simplement la transmission de la facture et la transmission des données de transaction qui va changer en soi, avec un lien direct avec la DGFiP. Mais de votre côté, il n'y aura pas plus, normalement, pas plus de travail. Il devrait en avoir moins. De la même manière, pour la déclaration de TVA, si c'est votre comptable ou votre cabinet d'expertise comptable qui le fait, devrait avoir moins de travail aussi, parce qu'il y aura juste un travail de contrôle et de validation. Ça veut dire quoi? Qu'on sera plus obligé de faire notre déclaration de TVA tous les mois?
c'est automatiquement l'envoi des factures qui va déclencher la TVA et on n'a plus rien à contrôler ou à déclarer. Si, en fait, Donc ça ne diminue pas, le travail. C'est-à-dire qu'on a toujours la même charge de travail. Et ensuite, l'État pourra contrôler via l'envoi des fichiers si notre TVA est juste ou pas juste. Donc là, on ne minimise pas ou on n'améliore pas la qualité de travail de l'administratif ou du comptable. Le comptable, automatiquement, il aura bien un travail supplémentaire parce que l'envoi de fichiers ne sera pas en automatique. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit appuyer sur un bouton ou sur une action informatique qui dit « j'envoie les fichiers au portail ». Donc c'est bien une charge de travail supplémentaire, mais la personne, j'espère que le référent que je choisirai, va contrôler quand même que les données qu'il a envoyées correspondent quand même un petit peu à ce qu'on a, nous, réellement en compta. Donc, ça n'améliorera en rien, ça fait une tâche supplémentaire, et derrière, ça va me coûter quand même 5 à 6 000 euros. Alors, normalement, quand vous envoyez quand vous allez envoyer les factures, c'est à ce moment-là que les données vont être récupérées et la déclaration TVA va être pré-remplie. D'accord? Il n'y aura pas d'action supplémentaire pour la déclaration. Ensuite, votre comptable, qui aujourd'hui va sur le site de la DGFiP et rentre manuellement les données avec potentiellement un risque d'erreur, etc. Là, le travail qu'elle fera, elle n'aura pas à rentrer la donnée, elle aura à contrôler, s'assurer que les données qu'elle a justement en compta correspondent aux données qui sont sur le site des impôts. Et s'il y a un écart, éventuellement, elle modifiera, mais ça sera tout. Elle vérifiera juste qu'elle a les mêmes montants et elle validera. Ça s'arrêtera là. Donc, si j'ai bien compris, l'envoi des factures sur le portail va pré-remplir la déclaration de TVA. Exactement. Donc, on va dire qu'il y a un gain sur la saisie du montant qu'on faisait avant, mais ok, d'accord. C'est ça. Je peux vous demander poser une question. Pour ceux qui sont TVA sur encaissement, il va y avoir de TVA pré-rempli, c'est pas possible. Comment, pardon? Moi, j'avais pas compris que dans leur système, ils allaient effectivement, entre guillemets, déjà calculer la TVA qu'on devait déclarer mensuellement. Je sais pas, ça me paraît surprenant. En fait, ce que veut dire Madame Abadjtin, je pense, c'est que en fait, on va commencer à envoyer nos factures à la date du 1er septembre 2027. Sauf que à fin septembre 2027, notre déclaration va comporter des factures qui ont été payées en septembre 2027, sauf que c'est des factures qui datent de mars, avril, mai, juin, juillet, août 2027, qui n'ont pas été intégrées à l'origine. Ça, c'est la TVA sur les encaissements. Et donc, du coup, il va y avoir un gros souci de TVA. Elle sera pré-remplie, mais elle sera fausse. Parce qu'on déclarera des factures en chiffre d'affaires qui ont été payées en septembre et éditées les mois d'avant. Je ne sais pas si j'étais clair. Ou alors, je devrais déclarer des factures du mois de septembre que je n'aurais pas encore encaissées, alors que je suis sur la TVA. Ah ben non, c'est sur les encaissements, donc vous avez raison, vous ne pouvez pas la déclarer. Moi, j'ai un gros... je dirais là, il y a quand même un gap important pour moi. Oui. Alors, si je comprends bien, vous parlez de factures émises, par exemple, comme vous disiez, en janvier, février, mars, mais dont les encaissements arriveraient en fin d'année. Et donc, au moment où vous allez passer à la facturation électronique, donc ces factures vont être également, logiquement, en fait, vous aurez déjà fait, ces factures-là vont être intégrées à la plateforme et les données seront remontées à la DGFiP pour contrôle. C'est pas tout à fait ça, ouais. C'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, allez-y, madame. En fait, quand vous émettez une facture, nous sommes là en janvier 2025, j'ai mis une facture. Le règlement est prévu, par exemple, au 28 février. Je vais déclarer en janvier, moi, en l'occurrence, ma facture que j'encaisserai, elle sera déclarée au 15 mars ou au 23 mars, peu importe. C'est-à-dire quand j'aurai encaissé la facture sur le mois de février. Hein. Ma déclaration de février inclura le paiement de cette facture émise en janvier. Alors que là, vous êtes en train de me dire qu'une facture émise en janvier devrait être déclarée en février. Donc, ouais, j'ai un souci avec ça. Et c'est sans compter toutes les litiges ou les factures qui ne sont pas réglées
parce que votre client est parti à cloche de bois, qu'il n'a pas payé, enfin bref, ou qu'il est en liquidation, ou tout ce que vous voulez, hein. Alors, Ça me paraît surprenant. les données de facture seront effectivement remontées au moment où vous créerez la facture, mais Logique. concernant la TVA, ça sera lié, comme vous êtes sur une TVA sur les encaissements, ça sera lié au moment où vous encaissez votre... D'accord, donc en fait, la préparation, entre guillemets, de la TVA, elle sera automatique, mais il faudrait que je la modifie tout simplement. Voilà, votre pré-remplissage sera complètement faux. Oui, oui, c'est ça. On est d'accord. Jusqu'à temps que les factures, jusqu'au 31 août 2027 soient totalement soldées. Merci pour vos Si c'est au 1er septembre 2027. Et je sais que de toute façon, il y aura forcément une période de transition entre. Enfin, je sais qu'il y aura une période de transition. La période de transition, elle va durer elle est prévue jusqu'à fin 2028. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Je prends note de ça. Il y avait une autre question enfin, j'avais une main levée de Vincent Rouanet. Oui, bonjour. Ma question portait sur le fait de savoir, vous savez, si on est ETI, PME ou grande entreprise, si il y avait une règle qui avait été définie déjà, c'est sur un bilan, lequel, enfin, dans les précédentes échéances, il était indiqué que c'était sur base du bilan 2023. Qu'il fallait regarder les seuils et du coup ça déterminait, c'était à ce moment qu'on pouvait déterminer valablement qu'on était une PME, une ETI ou une grande entreprise. Est-ce qu'avec les nouvelles échéances, vous avez connaissance d'une nouvelle règle pour déterminer dans quel groupe d'entreprise on tombe? Alors, je vous avoue que j'ai pas la réponse à cette question. Logiquement, alors, si j'aurais dirais le dernier bilan. Donc, si l'obligation est au 1er septembre 2026, je dirais pardon, le bilan de 2025. Et en fonction de votre chiffre d'affaires et total bilan, vous serez enfin, de votre effectif ou chiffre d'affaires et total bilan, vous êtes dans une ou l'autre des catégories. Ça me A semble. priori, a priori, donc sur le bilan 2025. C'est ça. D'accord. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois Nathalie Carolu. Oui, je voulais savoir où est-ce qu'on peut consulter la liste des plateformes privées qui sont déjà en IMAT provisoire, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer le lien. Mais sur le site de la DGFiP, vous avez la liste. D'accord, merci. Une question de Sabine Nevial. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Oui, je vous écoute, Sabine. Non, Votre on n'entend pas, le micro micro. est fermé, ouais. Non, on ne vous entend toujours pas. Non, toujours pas. Là, vous êtes muté. Enfin, votre est silencieux. Donc, attendez. Non. Non, toujours pas. Désolé. Ah. Ok. Sinon, vous pouvez utiliser le chat si. Par écrit, ouais. Et si en attendant, il y a une autre question à l'oral. Oui, Vincent Rouanet, je vous en prie. Oui, juste pour rebondir sur la conversation précédente sur la TVA sur encaissement, je ne sais pas si certains sont déjà avancés dans le processus, hein, c'est possible, ce qui n'est pas mon cas pour l'instant, mais peut-être que à l'ouverture,
il y aurait l'intégration d'un nouveau, c'est-à-dire qu'au 1er septembre, on devrait déclarer toutes les factures qui sont dans le poste client. Et du coup, ça résoudrait la problématique de la TVA sur encaissement, puisque ensuite viendraient se lettrer les, déclarer les paiements sur les factures, et si elles sont sur encaissement, ça déclencherait le paiement. Ça peut être, à mon avis, une solution, mais voilà, c'est une hypothèse. Mais si quelqu'un dans l'assistance a déjà commencé à évoquer le sujet, peut-être que c'est comme ça que ça se passera. Je ne sais pas. Pourrait être une solution, mais c'est selon les bons vouloirs de la DGFiP, du coup. Oui, oui, mais ça ne m'étonnerait pas que, enfin, euh, je vais poser la question à des chefs FIP et je reviendrai vers vous pour avoir une réponse euh, précise sur la chose. Je voulais en savoir plus sur le sur les reporting. Reporting, c'est pour les particuliers. Ok, quelle est votre question? Est-ce que votre micro ne marche toujours pas? Désolé. Ah là, je crois qu'on vous entend. Oui, vous m'entendez? Là, on vous entend, oui. Très Ah, bien. très bien, excusez-moi. Bonjour. Moi, ma question est par rapport à l'e-reporting pour les factures émises aux particuliers. Je n'ai pas compris, en fait, comment il faudra procéder. Si on ne doit pas l'envoyer sur une plateforme, en fait, on fait quoi de ces factures? Alors, vous aurez une plateforme de dématérialisation partenaire, un PDP, et c'est cette plateforme qui se chargera de transmettre les données. D'accord. Donc, ça veut dire que sur la plateforme, il faudra que nous, on précise tant qu'il n'y a pas de numéro de SIRET, c'est donc un particulier. À partir du moment où il y a un numéro de SIRET, c'est une entreprise. C'est ça. D'accord. Donc, Je c'est ne sur sais la pas, je sais plateforme pas que ça se fera. exactement, je saurais vous dire exactement quel va être le moyen d'identification sur la plateforme, mais oui, effectivement, vous devrez identifier, vous devrez signaler que c'est un particulier ou une entreprise. De toute façon, voilà, effectivement, l'absence de numéro de CRN, c'est peut-être le moyen de l'identifier. Je ne sais pas comment fonctionnera votre plateforme, mais à partir de là, donc cette plateforme devra également avoir les éléments de transaction, évidemment, les encaissements. Et à partir de là, elle va, elle, transmettre la donnée au PPF qui sert de concentrateur. Donc vous n'avez en soi rien à faire de ce côté-là. D'accord. Merci. Je vous en prie. Concernant le site de vie des factures, comment vont être transmises les données d'encaissement? Est-ce que ce sera des données saisies manuellement, de l'importation de fichiers bancaires? Donc, comme je disais, vous n'aurez rien à faire. C'est la plateforme qui le fera pour vous. Ça fait partie de ses missions de s'assurer enfin, de mettre en place ce cycle de vie, avec des statuts et de transmettre les données de statut, toutes les données en fait au concentrateur. Donc vous n'avez pas de saisie manuelle à faire, ni de fichier. Par contre, si votre outil, soit il vous proposera un outil avec de l'intégration bancaire, vous devrez lier votre compte bancaire à cet outil, ou alors effectivement vous devrez rentrer euh, un fichier ou manuellement dans cet outil. Et je pense que enfin, pour les outils que je connais, tous ont de l'intégration, ils proposent tous de l'intégration bancaire. Certains gratuits, d'autres payants, mais en général, ils le proposent. Oui, Julie Oui, Botanique, je vous vous entends. m'entendez? Je vous entends. Bonjour. Juste, donc du coup, je rebondis là sur ce que vous disiez. Il faut vraiment que notre logiciel soit, enfin au niveau du logiciel comptable en tous les cas, soit en possibilité de se connecter assez facilement avec les plateformes PDP. Et parce que je vois, nous, par exemple, aujourd'hui, on utilise un outil qui avait à l'époque été développé que pour nous. Et on se pose la question justement de changer d'outil pour pas que les histoires de PDP, mais pour d'autres raisons. Mais la démat fait partie des raisons.
Et il est vrai que c'est un choix qui a des conséquences sur toute notre organisation. Et effectivement, est-ce que les différents acteurs, type, vous parliez de Sage, mais j'imagine Cegid et autres grands éditeurs de logiciels ont développé des PDP ou se sont associés avec des PDP? Tous les grands éditeurs sont aujourd'hui immatriculés comme PDP. Sage, Cegid, EBP, ils ont Et tous. du coup, il y a un surcoût pour avoir la partie PDP ou vous pensez que ça s'est intégré dans leur tarification de base? Ça Ça va. vous- je pose la question. J'ai pas forcément la réponse, je vous avoue, concernant Sage et Cegid. Peut-être que si certains d'entre vous, mais un monsieur plutôt qui disait être chez Sage, peut-être qu'il a l'information. Ça dépendra de la plateforme. Je sais pas. Je ne veux pas être mauvaise langue. Non, mais Mais je crois que monsieur Carnero, je vous écoute du coup. Si je peux me permettre, oui. Alors, Sage m'a déjà contacté. L'outil Sage Compta, gestion commerciale et moyens de paiement sont déjà tous paramétrés pour créer ces fameux fichiers d'export. Mais par contre, c'est pas Sage qui va ensuite faire le lien entre vos applications et l'État. C'est votre mainteneur qui va faire la maintenance Sage chez vous, qui va vous louer la prestation Sage, qui sera en charge de mettre l'outil pour transférer les fichiers en automatique de Sage vers la DGFiP. Et c'est là où vous payez entre 30 et 50 centimes la facture. D'accord. Ok. Alors, je dis 30 à 50 parce que j'ai pas voulu rester seulement sur la proposition commerciale de mon prestataire. J'ai donc consulté des banques, des opérateurs comme Toshiba, puisqu'ils ont proposé aussi, pour voir un peu quel était le coût moyen de l'opération. Ok. Oui, parce que c'est comme je disais, votre éditeur peut le faire, mais vous n'êtes pas, d'une part, obligé de passer par lui, et d'autre part, vous pouvez en avoir plusieurs. Parce que si par exemple, je travaille aussi avec des entreprises dans l'agroalimentaire, et vous avez des majors, des grandes surfaces, qui ont déjà depuis très longtemps développé des plateformes des maths. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, mes clients dans ces secteurs-là, ils ont quasiment une plateforme par client, qui vont avoir une plateforme pour Carrefour et une plateforme pour Leclerc et une plateforme pour Intermarché, parce qu'en fait, il y a des exigences qui leur sont, il faut le dire, hein, imposées par ces acteurs, parce qu'ils ont derrière tout un processus de traitement, et donc ils ont besoin d'informations qui ne sont pas forcément des informations obligatoires, ça fait pas partie des mentions obligatoires de la facture, de facturation, mais ça permet à ce major, cette grande surface, de traiter la facture, de l'adresser à la bonne personne au sein de son organisation. Et donc, ils ont leur PDP, enfin, ils prévoient avoir leur PDP, mais en plus de leur PDP, ils vont utiliser les PDP de leurs clients. Sachant que ces PDP, bien évidemment, c'est leur client qui le prend à ses frais. Hein. C'est pas pour eux, le fait d'aller déposer leur facture sur cette plateforme ou de créer leur facture sur cette plateforme est totalement gratuit. Mais on est d'accord que les PDP, elles sont bien censées communiquer entre elles. Les PDP sont censés communiquer entre elles, mais le PDP que vous prenez, par exemple, il ne va pas avoir tous les champs requis ou toutes les informations requises par votre client qui vous plus ou moins l'impose pour que l'information soit facilement traitée en interne. Si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je sais pas, un numéro de dossier ou une référence
que votre client a, dont votre client donc, votre client a besoin pour le traitement de la facture, votre éditeur de votre prestataire, votre PDP, n'a pas forcément prévu dans ses développements un champ pour vous permettre de mettre cette référence. Parce que, en fait, ce champ, il n'y a qu'un de vos clients ou deux de vos clients qui ont besoin de cette information, mais vos autres clients n'en ont pas besoin. Et donc, quand vous allez leur envoyer votre facture sans cette référence, eh ben, ils vont vous dire non, elle n'est pas conforme. Pourtant, elle est conforme à ce que demande la réglementation. Et donc, il y a ces cas-là, et pour éviter des litiges ou des délais trop lents, ils choisissent, en plus de leur plateforme, d'utiliser la plateforme de leur client, qui, du coup, a toutes les informations, tous les champs nécessaires, requis par leur client. Donc, ça veut dire que ça rajoute un surcoût sur ce qu'on est déjà censé payer. Non, parce que alors, ça dépend de votre client, et là, ce sont souvent des majors qui l'imposent, quelque part, ce qui est un peu à la limite de la légalité. Et c'est ce qui déjà se passe avec les grands groupes, de toute façon. Exactement. C'est aussi pour ça que je le dis. Alors, par contre, en général, ces plateformes, pour vous, elles sont gratuites. Alors, je ne sais pas comment c'est. Oui, si, voilà. effectivement. Mais Pour le vous, elles seul sont gratuites. le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a aucune qui fonctionne pareil, et du coup, on passe un temps de dingue. Exactement. Et vous multipliez, alors, plutôt que de créer la facture sur votre outil et de la transmettre directement via votre PDP à Hauler, vous allez devoir aller créer, enfin, vous connecter sur leur plateforme, créer la facture, et vous pouvez avoir comme ça 3, 4, 5 plateformes en plus de la vôtre. Ouais. Après, ça rentre dans le cas de discussion et de négociation que vous avez avec votre client. Donc, évidemment, en fonction du rapport de force, vous pouvez plus ou moins faire pencher les choses dans votre face à Vinci, je ne suis pas sûre d'avoir. C'est compliqué, c'est sûr. Et encore, c'est pas les plus compliqués. Donc. Mais c'est vrai que moi, je pensais vraiment que les PDP, ça allait nous apporter cette simplicité. Et là, ça me déçoit un peu du coup, parce que je m'étais dit que l'avantage que ça aurait, c'est que justement, on en choisit une et après, elles seraient capables de communiquer toutes entre elles et on n'en parle plus, quoi. Mais en fait, c'est pas si simple. Elles vont communiquer toutes entre elles. Oui, mais s'ils demandent plus que ce qu'on leur donne. Et en fait, ça ne dépend pas. Là, ça ne dépend plus de la PDP. Ça dépend plutôt de votre client, parce que votre client peut justement demander à sa PDP de développer des champs supplémentaires. Ouais, je comprends. Alors, la PDP, de toute façon, parce qu'elle a une obligation évidemment légale de réception, si votre facture est conforme à ce que demande la réglementation, elle devra la recevoir. La PDP de votre client devra la recevoir, devra l'accepter. Mais votre client aura toujours la possibilité de dire que la facture n'est pas conforme parce que justement il y a une information qui est manquante et que dans le cahier des charges ou le contrat que vous avez signé, il était bien stipulé qu'il y avait besoin de cette information. Ok. Bon, ben on verra bien ce qu'il en est. Alors, j'ai juste une question. Pourquoi faut-il stipuler l'adresse de livraison? Je vous avoue que je n'ai pas la raison pour laquelle les obligations réglementaires sont créées, mais ça fait partie effectivement. Si l'adresse de livraison elle est différente de l'adresse de facturation, il est demandé que, certainement pour des contrôles, je réponds à Dupont-Sébastien qui a envoyé un message dans le chat, certainement pour des contrôles, mais voilà, ça fait partie des mentions nouvelles si l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation. Ensuite, j'ai une question de Priscilla Neveu. Bonjour. Alors, en fait, en réfléchissant, je pense que ça sera plus une question envers la plateforme directement. Mais c'est parce que nous, dans notre secteur, on a souvent les factures qui sont générées à la fin du mois et ensuite, on reçoit le bon de commande de nos clients. Donc, également des gros clients comme Vinci, Colas. Et c'est vrai que généralement, quand on reçoit le bon de commande après, on doit le noter, faire une facture certifiée conforme et le renvoyer. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on le renvoie par mail tout simplement en PDF.
Mais je pense que ça sera plus voilà, une question technique au niveau de mon de la plateforme en fait, de savoir si on pourra réintégrer des nouvelles factures avec, vous savez, les certifiés conformes, mais je Oui, pense que alors ça avec sera plus côté tout ce qui est technique. certifié, tout ce qui est certifié conforme, oui, vous pourrez, votre plateforme, vous- justement, ça peut être un critère dans votre sélection. D'accord. De la même manière, vous pouvez également, euh, s'il y a des champs supplémentaires que vous voulez développer, par exemple, alors ça dépend après du prestataire, ça aura certainement un coût, puisque c'est quelque chose qui va devoir développer uniquement pour vous. Et oui. C'est possible, mais ça aura un coût. C'est certain. D'accord. Parce que Oui, cette voilà, je pense donnée, que c'est plus question technique envers oui, bien sûr. la plateforme que pour vous, du coup. C'est en y Bien sûr. réfléchissant après. Après, faut aussi s'assurer que non seulement il devra développer ce champ supplémentaire, mais il devra aussi l'adresser à votre client avec une structure particulière qui devra communiquer avec à votre client pour que le système, que la plateforme de votre client puisse l'identifier et dire que la facture est conforme. Donc, Oui, il y a du travail quand même derrière. Donc, ça aura forcément un coût. Euh, alors, j'ai ça va une être question, compliqué. monsieur. Bon, Merci. je vous en prie. J'ai une question de. Alors, j'arrive pas à avoir le nom complet, mais Dominique, je vous en prie. Je reviens sur la discussion de tout à l'heure et vous avez partiellement répondu à la dame là. Aujourd'hui, il y a des champs requis obligatoires pour ce fameux fichier DPD. Mais rien ne n'empêche de nous-mêmes rajouter d'autres éléments dans ce fichier DPD qui va nous servir pour l'envoi de nos clients. Donc, si on reprend la discussion que vous avez eue avec Madame Julie Boblic, moi j'ai la même problématique. Aujourd'hui, j'ai déjà intégré dans mon fichier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai rajouté les champs de référence clients, les bons numéros de bons de commande, et ainsi de suite, pour pas avoir justement 15 fichiers DPD différents pour le client et pour la DGFiP. Aujourd'hui, le portail de la DGFiP va quand même pas bloquer mon fichier DPD s'il est plus volumineux et qu'il y a plus d'informations que nécessaire. Alors, s'il y a des informations qu'il n'a pas demandées, il ne va pas les prendre en compte. Il ne prend pas en compte, mais ça ne bloque pas la réception de mon fichier. Ça ne bloque pas. Alors, à votre client, en fait, si vous voulez, Non, la transmission de la facture, elle se fait de votre plateforme à la plateforme de votre client. D'accord? C'est dans un second temps, ou quasiment en même temps, que les données sont transmises, mais uniquement les données qui sont demandées par la DGFiP qui sont transmises à la DGFiP. Donc la question, si vous voulez, qui se pose, c'est entre votre plateforme et la plateforme de votre client, il faut qu'elles puissent communiquer. D'accord? Donc, elles vont communiquer dans le cadre réglementaire, mais là, les données que vous ajoutez, qui ne sont pas dans le cadre réglementaire, il faut aussi qu'elles puissent communiquer. Et donc là, il va y avoir une discussion entre votre prestataire et le prestataire de votre client pour que vos plateformes puissent communiquer. Alors, donc c'est très bien, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris tous les critères de tous mes clients, Ouais. bon de commande, bon de référencement, bon de ceci, bon de cela. J'ai intégré toutes ces demandes pour qu'on me crée un PDP qui prendra tous les cas de figure pour n'avoir qu'un seul PDP. Et donc, du coup, derrière, mon client, lui, va accepter ma facture et la DGFiP va prendre les éléments obligatoires, mais ne bloquera pas pour autant. Donc, ça veut dire qu'avec un seul Exactement. fichier PDP, je réponds à l'attente de tous mes clients. Exactement, Ok. exactement. C'est exactement ça. Donc, il faut simplement, comme je disais, communiquer avec vos clients. Que vos clients vous communiquent les informations dont ils ont besoin. Ça, en général, ils le font très bien. Et Voilà, que d'accord. vous puissiez dire, OK, j'ai intégré, voilà comment je l'ai intégré. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que votre plateforme est capable de recevoir cette information et de la lire? Oui, et ben banco, on y va. Et là, vous n'avez pas effectivement besoin. Mais ça demande effectivement du développement de votre côté Allez. et un coût forcément associé à ça, puisque ce sont des développements spécifiques. Et de la donnée stockée aussi, qui n'était pas forcément prévue par votre prestataire. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 5 minutes, sinon on peut aussi arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Un petit peu plus d'1h20, c'est pas mal, effectivement. Bon format.
Ouais, est-ce qu'on est sûr que ce coup-ci, ils ne vont pas nous redécaler les dates? Il y a très peu de chance. Les investissements, les travaux qui ont été menés, les accords qui ont été signés avec aussi bien les entreprises que les PDP qui se sont portés volontaires. Je vous dis, aujourd'hui, il y a une réunion sur le lancement du pilote. Donc il y a très peu de chances que cela puisse être décalé. Et puis si c'en arrivait là, je pense que toutes les organisations professionnelles voilà, seront vent debout et diront que c'est pas normal, sachant que ça a été revalidé en septembre. Enfin, oui. Donc, quand il y avait le gouvernement Barnier, ça a été un des sujets, et le gouvernement Barnier a validé, confirmé que ça se ferait bien pour septembre 2026. Donc, je serais très très étonné que tout le travail qui a été accompli par la DGFiP, par l'AIFE, par les prestataires, les éditeurs de logiciels, par les entreprises elles-mêmes, que tout ça soit repoussé parce que il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait. Et puis, on sera, enfin, a priori, on sera prêt hein, pour le 1er septembre 2026. Ok. Aurait-on terminé, John? Ah, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci encore Hervé pour ce temps. Et n'hésitez pas, je vous enverrai la présentation, mon adresse mail si vous avez d'autres questions. Dominique, je reviendrai vers vous par rapport à votre question sur justement les prépaiements et la facturation, comment c'est géré. Et je reviendrai aussi vers vous sur la question concernant le décalage entre facturation et TVA sur les encaissements, comment sera géré. Je poserai la question Moi, ça à m'intéresse la ça aussi, DGFiP. l'histoire de la TVA sur les encaissements. Si vous Voilà. pouvez diffuser l'information, moi je suis Il y a preneuse. tout le monde, ouais. On est tous concernés, je pense. Je reviendrai vers vous avec cette information. Et dernière chose, la liste, le lien sur lequel trouver la liste des PDP déjà immatriculés. Je vous enverrai ça aussi. Ouais, merci John. Effectivement, n'hésitez pas à revenir vers les participants. À côté de ça, quand vous aurez réalisé la capture de l'enregistrement, on la mettra sur la Web TV DLR, ce sera disponible. Et au passage, pour ceux d'entre vous qui n'utilisent pas encore la plateforme DLR Codinf, n'hésitez pas, poser des questions. Elle peut rendre beaucoup de services à certains d'entre vous. C'est déjà le cas, vous êtes à peu près 150 à l'utiliser, mais il y a encore de la place. Ouais. Et on est heureux de la collaboration que l'on a avec le DLR. Merci beaucoup Hervé pour ce webinaire. Merci à tous, bonne journée. Merci pareillement. Pareillement. À très bientôt d'une Merci. façon ou d'une Au autre. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà.